Bonjour Johan. Bonjour Marie. Alors c'est pas la première émission que je fais avec toi. On avait fait une émission il y a quelques mois en arrière sur l'alimentation multidimensionnelle. Voilà, c'était au mois d'août si je me souviens bien. Au mois d'août l'année dernière. Ouais, 2018. Exact. J'étais venue te voir à Bugarach, là où tu habites, sur un terrain. Un terrain en chantier, un paradis en chantier, oui. Et donc là aujourd'hui, c'est toi qui es venu me voir. Oui. Parce que tu fais des conférences actuellement. Oui. Tu en as fait une hier soir à Montpellier et une ce soir à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, voilà. Et tu fais des conférences donc pour parler de ton livre là qui est sorti sur les oasis de lumière. Voilà, je monte. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Ariane. Voilà. Février aux éditions Ariane, il était sorti déjà depuis 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai sorti à compte d'auteur, mais voilà, les éditions Ariane ont souhaité le publier, donc c'était un grand plaisir. Mais en fait, ce livre, je l'avais écrit vraiment parce que j'avais vu une demande il y a peut-être 4 ou 5 ans sur le site des éditions Ariane qui souhaitaient mettre à contribution leurs auteurs pour parler des îlots de lumière. Et je m'étais dit tout simplement, je ne suis pas auteur des éditions Ariane, par contre ce sujet m'intéresse et je vais écrire quelque chose et je vais leur proposer. Et tout simplement, après, j'avais commencé à écrire déjà un premier livre que j'avais terminé, qui n'était pas sorti. Mais dès que j'avais finalisé ce premier livre, tout de suite, le channeling, l'énergie est descendue en fait, pour que je parle de ce sujet. Et en fait, ça me tient beaucoup à cœur, c'est un sujet... J'ai commencé à écrire aussi après avoir visité le centre du Bonfin. C'est le centre qu'avait créé le maître Mikhail Omram Aïvanhov dans le sud-est de la France, au nord de Fréjus, à 5 km. Le maître Aïvanhov a créé 2 centres en France. Je ne sais pas si tout le monde connaît le maître Aïvanhov, mais c'est un maître franco-bulgare, un maître spirituel, et qui est né en Bulgarie. Son maître s'appelait Peter de Neuf. Et à l'époque, Einstein disait justement le monde entier s'incline devant moi, mais moi je m'incline devant Peter de Neuf. C'est dire la prestance, la connaissance, la sagesse qu'avait Peter de Neuf. Et le maître Aïvanhov était justement dans ce mouvement de la fraternité blanche universelle et a œuvré à transmettre des enseignements spirituels à l'humanité et notamment en France pour préparer la France et l'humanité à l'ère du Verseau. Et donc, son objectif, ce qui animait le maître Aïvanhov, c'était vraiment que les êtres humains se rassemblent dans la fraternité, dans le cœur et apprennent à vivre ensemble. Je vais donner encore un autre exemple, j'en parlais hier dans ma conférence. Il y avait une dame qui me demandait, oui, les nouveaux potentiels, comme la téléportation, tu peux nous en parler? Et à ce moment-là, je me suis rappelé d'un message du maître Aïvanhov qui m'a dit, mais écoute Johan, parce que je m'intéressais à la téléportation, on a tous vu ça dans un livre, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et le maître Aïvanhov m'a dit, écoute, la téléportation, c'est quelque chose de très simple quand tu sais comment la faire. Ça te prend une seconde, juste avec la conscience du cœur, ton énergie de maîtrise, tac, tu décides et tu te téléportes. Par contre, il y a quelque chose de plus difficile que la téléportation, ou même que de manifester un objet. On sait qu'il y a des maîtres en Inde, ce qu'on appelle les siddhis, qui manifestent des objets devant, ça s'appelle la matérialisation. Ça, c'est quelque chose de très simple quand on le maîtrise à un certain niveau. Mais il m'a dit, le maître Aïvanhov, il m'a dit, écoute Johan, par contre, vivre ensemble, dans l'harmonie, dans l'amour, la bienveillance, une grande communauté. Par exemple, si on te donne avec tes amis un terrain pendant 1 an, vous êtes 30 personnes, essayez de vivre sans aucune tension. Et ça, c'est quelque chose, c'est un miracle bien plus grand que simplement se téléporter, tu vois. Et voilà un peu l'énergie du maître Aïvanhov qui m'a animé, qui m'a aussi un peu guidé pour ce livre. Oui, parce que ce livre, tu ne l'as pas écrit tout seul, tu es guidé. Voilà, c'est mes guides de lumière qui sont les guides de lumière de l'humanité, dans sa masse globale, qui accompagnent l'humain justement dans la transition. Et justement, en fait, le projet qu'on appelle Îlot de lumière, Oasis de lumière, les centres de la nouvelle conscience, il se fait aussi beaucoup avec cette guidance, parce que sinon, il y a un risque, c'est que l'ego humain intervienne encore. C'est-à-dire qu'on souhaite se mettre au service du plan divin, de la création, installer des choses qui vont aider le plus grand nombre, mais des fois, si l'ego humain s'immisce dans la création, eh le centre spirituel, fraternel qu'on avait voulu créer au départ, finalement, il commençait à y avoir des tensions, des jeux de pouvoir, d'argent, et plein de choses comme ça qu'on a l'habitude de constater à travers plein d'exemples d'éco-villages, d'éco-lieux, de centres spirituels qui émergent. Et voilà, en fait, dans ce livre, donc j'aborde, c'est la vision globale
l'esprit dans lequel s'installent justement ces nouvelles fraternités. Alors, tu réponds à plein de questions dans ce livre. Hein. Pourquoi, où, comment, avec qui Oui, quand ouais. C'est assez global en même temps parce que ce livre, je répète, c'était un premier tome. Je suis en train d'écrire le deuxième tome qui abordera plus l'aspect matière et des aspects concrets que je souhaite aussi aborder dans la vidéo, et justement au niveau de l'autonomie. Là, je mets vraiment j'appuie sur l'énergie dans laquelle ça se passe. Parce que d'abord, créer un lieu comme celui-ci, une fraternité de lumière, ça se passe déjà à l'intérieur de soi. Si on ne crée pas son oasis de lumière à l'intérieur de soi, on ne va pas réussir à s'entendre, à la manifester à l'extérieur. Donc le chemin, il commence toujours par soi, avec sa guidance, son être supérieur, et voilà, la source qui est en nous, tout simplement. Mais si tu veux, je peux continuer sur l'autonomie, parce que ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Oui. Tu étais venu sur notre terrain à Bugarach et tu as vu qu'il y avait beaucoup de choses à créer. On a la chance de pouvoir s'amuser justement avec la création et de partir, pas de zéro, mais de pas grand-chose, et puis pouvoir tout créer en collaboration aussi avec les esprits de la nature et les maîtres. Parce que, juste pour préciser, c'est que l'intention des oasis de lumière, c'est de créer des lieux de fraternité, d'amour, mais l'intention première, c'est de vivre en autonomie, de retrouver une forme d'autonomie de vie en cohérence avec le vivant. Voilà, l'intention première, comme tu l'as dit, c'est vraiment de vivre dans la fraternité, de retrouver la place, de remettre au centre, je vais dire, l'église au milieu du village. Hein, il y a cette expression, il y a une église au milieu du village, mais là, c'est de remettre l'esprit au centre de toutes nos créations, l'esprit divin. Et bien sûr, c'est de retrouver son autonomie. Parce qu'aujourd'hui, on voit, les gens, on a tous besoin de retrouver la connexion à la source. C'est l'aspect premier, mais aussi on a besoin, pour sortir de cette matrice, de ce système, de créer une nouvelle forme de vie qui soit autonome. Parce que si par exemple on va parler d'oasis de lumière ou de changement, si on parle que de spiritualité et que les gens ils ont faim, ils veulent se loger, avoir des logements confortables, ça va paraître encore cuicui les petits oiseaux, ils ont besoin de choses concrètes. Et donc vraiment, si aujourd'hui on souhaite partager un chemin, une voie spirituelle, on a besoin de proposer aussi des alternatives concrètes dans nos modes de vie, parce qu'on est encore incarné et on doit justement assurer nos besoins essentiels. Et donc, du coup, c'est vraiment retrouver son autonomie. Alors l'autonomie, elle n'est pas simplement sur le logement. On pourrait aborder l'autonomie sur tous nos chakras. Mais si on se concentre sur le premier chakra, on sait que le premier chakra, il est lié à la matière. Et donc, il va être lié à l'argent, à l'abondance. Il va être lié au domaine de l'habitat, à la famille, etc. Aujourd'hui, quand je vois les habitats, je m'intéresse beaucoup à l'éco-construction. Les habitats qui sont construits en France et dans la société occidentale, ils ne sont pas du tout pensés en termes d'économie d'énergie. Je constate l'isolation, il n'y a pas d'isolation, elle n'est pas vraiment... En fait, on a des habitats qui sont gourmands en énergie et qui vont consommer des ressources énergétiques, d'électricité, d'eau, etc., de gaz, et qui vont un peu piller, qui vont induire un phénomène de consommation de la Terre. On est toujours en train de grappiller les ressources de la Terre. Et puis à ce sujet, il y a une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une sorte de fait scientifique. Je ne sais pas si tu connais, c'est le jour de dépassement, la théorie du jour de dépassement. Non, je ne crois pas que je connais ça. Ouais, alors c'est en fait les scientifiques, ils ont déclaré, chaque année ça recule la date malheureusement. L'année dernière c'était vers le 2 août, c'est-à-dire qu'ils ont fait une moyenne scientifique, et ils estimaient qu'à partir du 2 août, l'humanité avait consommé toutes les ressources annuelles que la Terre lui offrait. Et donc en fait, si l'écologie était une banque, on serait très endetté vis-à-vis de la Terre-Mère. Du coup, voilà, on est revu au mois d'août. Le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. On est débiteur de 4 autres mois, tu vois. On est vraiment très endetté. Et le problème, c'est que si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau écologique, cataclysme, on ne sait pas, parce que tous les dérèglements que nous on cause. Donc, du coup, créer des lieux de vie, des nouveaux lieux de vie, même que ça soit individuel, avec sa famille, en petit comité, ou dans la fraternité, c'est vraiment aussi vivre de manière écologique et autonome, autosuffisante. Donc vraiment penser l'habitat en termes d'autonomie.
pas faire des habitats qui soient immenses et qui sont très difficiles à chauffer, s'équiper de panneaux solaires, par exemple pendant la transition, mais aussi de récupérateurs d'eau. On voit ici, on est en Provence, nous on habite en Provence dans le terme géographique. Hein. Ouais. Excuse-moi parce que je ne savais pas où est. Je ne vais pas souvent chez toi, mais la limite, où est-ce qu'on dit on est en Provence, on n'est pas en Provence? Là, nous sommes en Occitanie. Occitanie? Ok, super. Mais voilà, il y a un problème tout simple, c'est celui de la sécheresse. Voilà, on nous dit toujours chaque été, et puis là avec le temps qu'il fait, il y a un problème de sécheresse. Mais moi je me suis dit, j'ai visité une maison autonome près de Bugarache, quelqu'un qui a construit un réservoir d'eau de 14 mètres cubes. Ça fait que grâce à l'eau de pluie, quand je l'ai visité il y a 2 ans, il avait 14 000 litres d'eau. La cuve était remplie. Aujourd'hui, si chaque maison dispose d'une cuve d'eau qui permet de réalimenter la maison, donc tout ce qui est d'eau, douche, sanitaire, etc., on va régler quand même de manière conséquente le problème de la sécheresse et de puiser l'eau dans les nappes phréatiques. Donc aujourd'hui, reconstruire des maisons, des réhabiliter ou construire du neuf en pensant justement à cette écologie et cette autonomie, c'est très très important. Sinon, alors, on va droit dans le mur et voilà, on connaît la suite. Donc pour toi, les oasis de lumière, elles prennent forcément en compte ce type de critères? Oui, l'autonomie, c'est vraiment important. Et là, j'ai envie de partager ce que je suis en train d'écrire dans le 2e tome, qui s'appelle, il y a un chapitre que je vais nommer les 3 voies de l'autonomie. Je crois qu'il m'a été soufflé par en haut, et je vais l'aborder quand même brièvement. Tout simplement, les guides m'ont dit, il y a 3 autonomies. Il y a l'autonomie spirituelle, l'autonomie naturelle et l'autonomie technique. Alors, je vais te donner des exemples concrets parce que si je parle de ces 3 autonomies, ça ne nous parle pas forcément. La première autonomie, celle qui a recherché, c'est l'autonomie spirituelle. C'est celle de la maîtrise spirituelle, qui découle de la maîtrise spirituelle. Concrètement, par exemple, on parlait avec toi d'alimentation parce que je sais que tu es vraiment très très branché sur l'alimentation vivante et le prana, comme tu avais fait des processus praniques. J'en avais fait aussi, donc on se comprend bien là-dessus et on sait tous les deux qu'on peut tout à fait se nourrir de lumière. Quand on retouche à cette partie christique, cet amour en nous, on est capable de se nourrir autrement et de se nourrir tout simplement de la vie, du divin en nous. Donc le maître spirituel, il a cette capacité d'être nourri, de se nourrir de manière autonome. Il n'a pas besoin d'apport extérieur dans son alimentation. Je me rapproche un peu de toi parce que... Tu as le soleil peut-être, c'est ça? Non, ça va, je recadrais un petit peu. Bien là. sûr, ouais. Donc le maître spirituel a cette capacité d'être autonome dans son alimentation. C'est des parts quand on touche au prana qu'on recontacte. Si on devait aborder l'autonomie naturelle d'un point de vue de l'alimentation, c'est surtout, j'ai envie de dire, c'est ce qui est employé par les peuples de la terre, tout ce qui est chaman, aborigènes, ceux qui vivent vraiment en union avec la terre-mère. Ils trouvent leur nourriture, beaucoup avec des plantes sauvages, des fruits comestibles, des feuilles, des racines qu'ils trouvent directement dans la nature, sans forcément produire. Simplement la connaissance des plantes sauvages. Aujourd'hui, je me nourris de plus en plus de plantes sauvages. J'avais l'habitude de faire mon potager, la permaculture, mais depuis que je connais les plantes sauvages, je me nourris de moins en moins, justement, je pratique de moins en moins la permaculture, vu que je connais une source d'alimentation qui est disponible et sans effort. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autonomie naturelle. L'autonomie technique consisterait simplement à produire mon alimentation via une technique agricole. La permaculture étant le mieux, à mon sens. C'est une des pratiques les plus abouties et les plus écologiques par définition. Mais on voit aussi que l'alimentation physique-chimique, c'est une sorte d'autonomie technique, mais déviante. On n'est pas dans l'alignement vu que ça produit des risques pour la santé et des risques pour l'écologie. Voilà, je trouve mes mots. J'ai donné l'exemple de l'alimentation pour ces 3 autonomies, mais on pourrait par exemple prendre le domaine des transports. Le maître spirituel a la capacité de se téléporter. C'est un phénomène qui pour nous, de notre point de vue, est encore très très lointain, mais d'un point de vue de l'univers qui est très naturel. Bon, ça c'est la maîtrise spirituelle. Et c'est vrai qu'il y en a qui retouchent tout doucement à ces potentiels et c'est très bien, c'est très joyeux. L'autonomie naturelle, on va dire, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de marcher. Aujourd'hui, nous, on est dans une société qui est sédentarisée.
on a des voitures, c'est très confortable. On a perdu le sens de la marche. Alors que justement, les aborigènes, les peuples de la Terre, ils peuvent marcher des dizaines de kilomètres d'affilée dans une semaine sans être fatigués. Nous, aujourd'hui, on n'a plus du tout cette capacité à marcher et être autonome, même dans nos transports, de manière écologique. On pourrait demander à un animal de monter sur son dos, un cheval, un éléphant en Inde, ça dépend où on se trouve. Et si on a son accord, il pourrait nous transporter. On pourrait dire que c'est une autonomie naturelle aussi. L'autonomie technique, ça va être de réaliser, d'assouvir notre besoin de transport à travers une technique, une technologie. Aujourd'hui, on a créé des voitures, mais c'est une autonomie qui génère de la pollution, donc qui est déviante. À ce sujet, par exemple, dans la communauté d'Auroville en Inde, ils ont banni les voitures à l'intérieur de la communauté. Même j'ai visité d'autres communautés, d'autres centres communautaires où les voitures ne sont pas autorisées, sauf pour des transports de logistique où c'est vraiment impératif dans la communauté. Donc vraiment, retrouver son autonomie pour les transports aussi, mais aussi on pourrait dire sur la communication. L'autonomie spirituelle dans la communication, ça serait par exemple la télépathie, c'est la télépathie. L'autonomie naturelle, c'est simplement se parler de vive voix. Et aujourd'hui, nous, parce qu'on a des parts qui sont hybrides, qui sont déviantes vis-à-vis de la source, on assouvit notre besoin de communication à travers le téléphone portable ou Internet. Et ça génère des ondes électromagnétiques qui sont négatives. De ce fait, en fait, dans les oasis, comme tu me le demandais, l'autonomie, c'est vraiment une autonomie qui se dirige vers une technique qui est écologique, saine pour la planète, saine pour le corps. C'est la première étape déjà, parce que nous, on est dans une technologie déviante. Retrouvons déjà une technologie qui soit alignée, une technique en phase avec le vivant, et après, franchissons cette étape pour aller vers l'autonomie naturelle. Être vraiment en communion avec la nature, se nourrir avec les plantes, communiquer avec les animaux, construire son logement avec les matériaux qu'on trouve dans notre environnement, pas aller chercher du sable, du ciment qui a été transporté, qui a voyagé, donc qui a créé de la pollution également, mais simplement recréer des habitats naturels et tendons aussi vers l'autonomie spirituelle qui est vraiment au cœur de ce projet des oasis de lumière. Alors, l'autonomie, là j'ai abordé quelques points, mais l'autonomie, elle ne se limite pas au point que je viens de citer. Comme je le disais, on pourrait l'aborder chakra par chakra. À un titre d'exemple, je me disais à Bugarache, j'habite à Bugarache, c'est plutôt à la campagne, c'est à la campagne. Et j'avais besoin de jouer, de faire des choses. Et je me disais, je suis obligé de faire 20 km pour aller faire des activités physiques dans un club avec des gens dans la même énergie, où il y a du dynamisme. Et je me disais, mais oui, donc ça fait que juste autour de moi, je veux dire à 2, 3, 4 km, j'arrive pas à trouver cette autonomie de jeu. Et ce qui est important aussi dans le nouveau monde, c'est d'avoir du fun, de s'amuser. Et ça, c'est important, donc l'autonomie dans la joie aussi, retrouver la joie, être autonome dans sa joie intérieure, mais créer aussi des activités ludiques, parce que la spiritualité, c'est pas une vie d'ascète où on fait juste méditer. En Occident, on a beaucoup cette image du yogi qui se retrouve dans sa grotte, mais pas du tout. Je pense au centre, par exemple, d'Osho. En fait, Osho, c'est un maître indien, un maître hindou qui a vécu en Inde et après aux États-Unis. Je ne connais plus toute sa biographie, mais après sa mort, il y a eu des centres qui ont été créés, les centres Osho en Inde, et vous voyez des grandes pyramides où les gens méditent, et dans la même communauté, le même terrain, il y a aussi des terrains de tennis ou des discothèques. Parce qu'Osho, il avait compris qu'on ne peut pas amener l'homme occidental à basculer dans la spiritualité sans lui donner des choses très joyeuses et ludiques. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de ça. C'est-à-dire que si on veut se rassembler, vivre ensemble, si on est toujours en train de travailler, toujours en train de méditer au chaud, il va nous manquer quelque chose. L'humain, il a besoin aussi d'avoir du fun, de s'amuser ensemble. Et ça, c'est important. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment vivre en harmonie, en cohérence avec notre enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est porteur de nos dons, de nos talents, de notre nature divine. Et de notre nature divine, j'aime bien l'appeler aussi notre douce folie. Dans le sens où nous sommes tous des êtres uniques et spécifiques, avec des talents hors du commun. Et donc, dès qu'on est hors du commun, on est considéré comme fou, mais quelque part, quand on est en cohérence avec notre nature divine, on est tous fous.
Oui, voilà, il y a une sorte de folie vis-à-vis de la société, mais qui est en fait alignée. Oui. Ceux qui ne sont pas normaux, ce sont peut-être ceux qui sont plus normaux vis-à-vis de la source. Et voilà, tu fais bien de le signaler, l'enfant intérieur, c'est Jésus qui disait celui qui ne devient pas comme un enfant ne connaîtra pas le paradis, tout simplement. Oui. Et l'enfant joue, passe sa vie à jouer. L'enfant passe sa vie à jouer. Et aujourd'hui, dans le système, la matrice du travail, métro, boulot, dodo, il n'y a pas cette joie de vivre. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand vous quittez le travail, il y en a qui se vont dans l'alcool, les drogues, il y a tous ces phénomènes de déviance. Pourquoi? Parce que la joie, elle n'est pas nourrie de l'intérieur. On va chercher à l'extérieur de soi des choses pour combler nos manques, pour combler certains plaisirs, etc. Et Osho disait aussi, j'aime bien cette citation, il est plus facile pour un Zorba de devenir un Bouddha que pour un Bouddha de devenir un Zorba. Qu'est-ce qu'il a voulu signaler à travers cette phrase? C'est-à-dire que dans une certaine forme de spiritualité, quand on souhaite trop rechercher la sainteté et la pureté, on oublie on risque parfois de se déconnecter de son enfant intérieur, celui qui est toujours en train de danser, d'être animé par la vie. Alors que Zorba, c'est le personnage grec qui est toujours en train de danser. Par contre, il est un petit peu excessif, mais il faut trouver l'alignement. Oui. Mais quand on a un Zorba, on peut aller vers cette spiritualité aussi. Oui. Et le risque, c'est par l'excès de, comment je vais dire ça, de conformisme spirituel, de pureté, mais excessif, justement, on oublie d'être dans la joie de la vie, la joie incarnée. Et la simplicité, la joie est simple, la joie est très très simple. La spiritualité est simple. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de dogmatique là-dedans, c'est ouvert. Pas du tout, voilà, tout à fait, c'est ouvert. Et voilà, ce thème des oasis de lumière, c'est quelque chose qui est un projet global, c'est recréer une société où on met en place des structures matérielles confortables, vivantes à travers l'éco-construction, une nourriture qui soit saine. On replace de la joie, de la créativité. Au niveau du troisième chakra, comment on trouve notre autonomie? Le troisième chakra, il est lié au pouvoir de la présence je suis individualisée. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est une partie du tout individualisée dans un corps incarné. Et là, l'autonomie, c'est quand on n'est pas dans les jeux de dépendance, les jeux psychologiques. Et on n'a pas besoin non plus des autres pour toujours combler nos manques. C'est-à-dire qu'on sait rayonner notre propre lumière à travers nous qui nous sommes. C'est aussi une autonomie. Mais on pourrait aborder les autres chakras avec l'autonomie de la guérison, l'autonomie de l'amour, de la communication, de la conscience, de la connaissance. Et recréer une nouvelle société, ça passe par tous ces points. C'est remettre de la créativité, remettre des nouvelles écoles, construire des nouvelles écoles pour les enfants. Oui, parce que tu abordes plein de choses. Alors là, je suis avec le comment on appelle ça, le sommaire. Hein. Donc tu abordes donc la nature et le développement et l'avenir des oasis, la nature et l'environnement, donc habitation et structure des bâtiments. Donc où tu expliques comment l'idée c'est de retrouver des structures avec des formes géométriques, géométrie sacrée. En partie, voilà, la géométrie sacrée. Voilà, donc tu parles de l'aménagement intérieur et ensuite la gestion des oasis, c'est-à-dire que il est beaucoup effectivement question d'autonomie, mais la gestion, c'est-à-dire quelle forme de gouvernance se met en place dans les oasis Là, c'est un point qui est particulier parce que c'est une gouvernance qui est divine. On n'a plus de schéma. Je vois à travers les nouvelles formes de gouvernance qui émergent, il y en a qui mettent en place la sociocratie, l'holacratie. C'est des formes évolutives qui sont plus évoluées de gouvernance, mais qui, à mon sens, il reste encore des petites choses qui sont liées à l'ancien monde. Aujourd'hui, dans les oasis, de manière dans l'absolu, comment c'est destiné à être vécu, à mon sens, et l'enseignement que j'ai reçu, c'est une gouvernance en fait qui s'établit avec le divin. Ok, quand on souhaite mettre quelque chose en place, on demande tout simplement à Dieu, on se réfère à Dieu. Et par exemple, s'il y a un conflit dans la communauté, dans le collectif, même dans un couple, ok, qu'est-ce que je vais créer à cet endroit du terrain? Alors il y en a, ils vont dire, il faut qu'on crée telle forme géométrique, il faut qu'on crée tel bâtiment. Des fois, c'est les parts qui sont justes qui s'expriment, des fois, ce sont les parts de l'ego. Et comment on fait justement pour régler ces conflits
humain. Ben, tout simplement, on prend le temps de se reconnecter à la source et dire, ok, est-ce que l'idée que tu m'as avancée, elle émane d'où? Elle émane de toi? De quelle partie de toi? Ah non, c'est la source qui me dit, le bâtiment, il faut qu'on le construise en forme ronde, il faut qu'il mesure 3 mètres de haut, il faut... Voilà. Et tout simplement, la gouvernance, elle s'établit de manière organique parce que chacun fait son travail sur lui-même d'épuration et de centrage quotidien. Donc c'est vraiment la gouvernance organique. Juste petite précision, c'est qu'un autre nom pour Dieu ou pour la source, c'est l'amour. L'amour. Et moi j'aime bien pouvoir parler à l'amour directement. Et qu'est-ce que dirait l'amour? Que me répondrait l'amour? Et c'est voilà, fort. Vraiment donner la parole à l'amour, quoi. Ça c'est fort parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. On est dans, comme tu dis, c'est très très fort ce que tu dis parce que qu'est-ce que me dirait l'amour? Des fois on cherche des choses à l'intérieur, mince, comment je devrais agir, comment je devrais me placer? Hop, si on posait la question à l'amour, elle nous répondrait. Oui. Si on posait la question à l'amour, il nous répondrait. Donc posons nos questions à l'amour et il vous répondra. C'est ça. C'est clair. Tu as tout à fait raison et je sais, j'ai rencontré des gens, on va pas trop étayer non plus, mais on peut partir dans plein de sens parce que c'est une société nouvelle à créer. Oui. Mais j'ai des connaissances je ne suis pas mormon, mais qui ont été mormons, qui sont mormons. Alors moi, je n'ai pas de jugement, je cherche à comprendre ce que les gens y vivent. Et ils m'ont dit que dans leur religion, dans leur mouvement, ils m'ont dit par exemple quand ils cherchent un partenaire, on leur propose d'aller dans le temple et de demander à Dieu si ce partenaire est le bon. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec toutes nos croyances, ils le savent, etc. Je ne connais pas plus que ça leur mouvement, mais par contre ce point-là, j'ai trouvé que c'était très juste. Parce que si dans chacune de nos actions, avant de s'engager à construire une maison, se rassembler avec des personnes, développer un projet, on demande à Dieu, et bien, tout simplement on poserait des actes qui sont justes. Plus en lien avec le cœur, plus en lien avec qui nous sommes véritablement. Plus en lien avec le cœur et aussi beaucoup. Pourquoi hier, un participant lors de la conférence m'a rappelé un fait, une donnée statistique, c'est que 90% des éco-villages, après 2 ans, arrêtent de fonctionner. Ah oui. Oui, c'est un fait. Et je l'ai constaté, tu es venu à Bugarach, il y a plusieurs communautés qui se sont montées et il y a une communauté, après 2 ans et demi, s'arrête. C'est rigolo, elle rentre dans les statistiques. Mais pourquoi il y a ce phénomène qu'on retrouve partout en France et peut-être à l'étranger, même si je n'ai pas été voir à l'étranger comment ça se passe, c'est tout simplement parce qu'on crée, mais sans être en accord avec le divin. On cherche peut-être, on est tous en mouvement et c'est des bonnes choses que des éco-villages se lancent, se créent, mais on y va par tâtonnement. Mais tant qu'on n'est pas en lien avec la source et qu'on ne décide pas un projet qui soit validé par la source, on va y mettre de l'argent, on va dépenser du temps, de l'énergie, on va peut-être vivre des tensions dans le collectif. Et moi je le vois, quand des personnes s'engagent dans cette voie à vouloir créer un projet communautaire, mais qu'au bout de 2-3 ans, ça se casse la figure, ils ont perdu beaucoup. C'est éprouvant. Et... Moi, ce que j'ai repéré quand même un petit peu, c'est qu'effectivement, un petit peu tel que tu le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de lieux qui se constituent sur des schémas de l'ancien monde et notamment, ils s'empressent de remettre en place des règles. Et pour moi, les règles, ça fait partie de l'ancien monde. C'est des choses qui sont statiques, qui séparent et qui ne relient pas. Et que pour moi, les valeurs du monde nouveau, ce sont des valeurs justement. Des valeurs et les valeurs, comment dire, quelle est la spécificité des valeurs? C'est qu'elles changent, c'est qu'elles s'agrandissent, c'est qu'elles évoluent, qu'elles s'enrichissent des gens qui sont là et qu'elles sont dans le mouvement. Voilà, comme tu l'as dit, il n'y a pas de règles. Là, on vit dans une période de transformation où tout éclate, justement, nos schémas, nos programmations, ils explosent, ils sont en train d'être transmutés. Et on ne va pas, justement, construire le nouveau monde avec les structures de l'ancien monde. C'est pas possible. Donc, il faut, voilà, il n'y a pas de règles. Simplement, la seule règle, si j'ai envie de dire, c'est l'amour ou d'écouter, d'être en union avec Dieu. Un participant me demandait encore hier, oui, mais quel processus tu me conseillerais pour créer une oasis? Je lui ai dit, mais des processus, ils sont propres à chacun. La seule règle, c'est d'être en accord avec son âme, l'esprit et Dieu au quotidien. Avec la vie, avec le mouvement de la vie, quoi. C'est ça.
Et Dieu, il va te guider dans tout ce que tu dois faire. Et ton chemin, c'est pas le mien. Je ne vais pas pouvoir te donner une voie que tu vas peut-être vouloir dire, bah, tiens, j'étais à une conférence, il m'a dit de faire comme ça, alors que c'est pas ta voie. Ta voie, c'est de t'écouter toi-même et d'agir en fonction de ce que ta guidance... C'est de faire rayonner sa propre couleur, sa propre vibration, de développer ses propres talents, ses propres dons, et ils sont spécifiques et uniques à chacun, donc il n'y a pas de règle. Non, c'est ça. Pas de règle, pas de chemin. C'est là où le monde nouveau, pour moi, il est vraiment fondé sur quelque part le chaos joyeux, l'art de l'instant présent, où tout est possible. L'art de l'instant présent, tout à fait. Et justement, dans les oasis, c'est vraiment incarner ce moment présent. Alors pour nous qui avons encore les schémas de l'ancien monde, c'est réussir à se poser, réussir à vivre dans l'instant présent avec cette guidance. C'est quelque chose qu'on a vraiment, vraiment oublié. C'est pour moi... Pour approfondir un petit peu, c'est vraiment accepter de ne plus rien savoir, parce que le savoir ne nous sert plus à rien. Juste la connaissance, connaître, se relier à la connaissance intuitive de la vie et du vivant, quoi, c'est tout. C'est ça, la connaissance intuitive. Et dans cette relation justement avec Dieu, les êtres de lumière qui nous accompagnent pour créer ces nouvelles structures, on met en place un travail quand je réalise des stages ou même quand des gens viennent me demander, quand ils ont un terrain, qui est vierge, ils me disent tiens Johan, j'ai acheté un terrain vierge, tu pourrais venir le voir et tout, j'ai envie de créer quelque chose et tout. Et là je leur dis mais connecte-toi aux gardiens du lieu, aux esprits du lieu. Pourquoi? Parce que on veut construire une habitation, on se dit oui, j'ai rencontré un charpentier, un maçon, il m'a dit fais ta maison comme ça, c'est bien. Mais en fait on apprend à se connecter à l'esprit du lieu, à Dieu, et Dieu va nous guider à prendre la bonne forme de bâtiment. Ça peut être une forme ronde, une forme en octogone, 12 faces, carré, rectangle. La hauteur des bâtiments, Dieu va nous guider pour tout. Je te donne un exemple concret. Quand tu es venu sur nos terrains, tu as vu qu'il y avait une grosse ruine en cours de construction. Et puis donc, je faisais de la maçonnerie un jour et tout simplement, la présence, j'ai eu un message qui est venu. Oui, mais tu devrais monter les murs plus haut. Alors moi, je les ai montés à notre taille actuelle, que ça soit confortable à notre taille actuelle. Mais ce qui m'est venu, c'est dire, ok Johan, tu construis ce logement pour qui? Pour toi, pour 50 ans, etc. Les gens qui vont venir, qui vont en profiter, ok. Mais dans 100, 200, 300 ans, les gens seront beaucoup plus grands. Donc il faudrait que tu construises le mur, le plafond, que tu le mettes peut-être à 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. Et tu vois, si on suit des règles de l'ancien monde, des règles de construction, de manière inconsciente, mais qui peuvent être efficaces pour nous, dans le temps présent, ok. Mais si on demande à la guidance divine, le bâtiment qu'on va construire, il va avoir d'autres propriétés. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence supérieure qui va nous guider à faire une forme de bâtiment qui va être profitable pour nous, mais sur le long terme et pour le plus grand bien de tous. Oui, sur le long terme, mais peut-être aussi que dans l'instant présent, dans la mesure où on prend, dans les oasis de lumière, on prend en compte notre être divin. L'être divin est beaucoup plus grand que le seul être de matière, donc il faut pouvoir le faire entrer tout entier dans l'habitat. Ah oui, tu as raison, mettre plus d'espace dans l'habitat. Hein. Oui. Ah ouais, c'est rigolo, je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais. Mais oui, on va faire grandir nos corps, donc on sera plus grand. Voilà. Alors, je continue avec le sommaire, hein, donc dans le chapitre 13 où tu abordes alors, les différents pôles dans un oasis de lumière. Alors, tu abordes donc l'émergence de nouvelles structures, forcément, parce qu'il y a des nouvelles structures qui émergent, mais sinon, tu passes en revue l'agriculture et l'alimentation, le pranisme, l'éducation, la santé, des parcours et cliniques de guérison à ciel ouvert, c'est-à-dire que c'est vraiment des méthodes de guérison nouvelles. Énergétique, rien que de se retrouver dans la nature, déjà c'est une forme de guérison. Et en plus, si on intervient avec les esprits de la nature, si on met en place des structures énergétiques comme des vortex, des dômes, voilà, plein de choses qu'on peut accomplir sur le plan éthérique, là ça devient vraiment une source de guérison. Mais je l'ai vécu en visitant des centres, j'ai vu que des gens qui étaient éveillés, qui agissaient consciemment, je ressentais des tubes de lumière, j'avais rien besoin de faire, il n'y avait pas besoin de payer un thérapeute pour me faire accompagner et recevoir un soin. C'est l'amour que ces personnes ont mis sur le centre et la conscience qui rayonne, qui permet de mettre cette énergie dans le lieu. Et simplement le fait d'aller dans le lieu, ça te change ta vibration et ça te met en accord avec quelque chose de plus élevé et tu vis une guérison. Et c'est pour ça que c'est magnifique de construire, d'avoir des projets de centres de guérison, de centres communautaires, etc. Et d'y mettre beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, dans la gestion du terrain, parce qu'on ne le fait pas que pour nous. Il y a une vibration qui s'installe sur le terrain.
Et cette seule vibration est capable de changer la vibration des êtres qui viennent, sans vouloir interférer. Parce que, encore une fois, quand on agit dans la spiritualité, le risque, c'est de vouloir intervenir sur l'autre, c'est de vouloir changer les autres. Il y a l'ego spirituel, le truc de faire de l'argent, de faire un business avec le centre spirituel. On a besoin d'argent encore, de choses pour subvenir, à répondre aux choses de la matière telles qu'on l'a créée. Mais voilà, que ça soit aussi un retour à la nature et à la liberté. Donc il n'y a plus à vouloir quoi que ce soit, mais juste à accompagner le flux de la vie et du vivant. C'est ça, exactement. Tu as tout résumé. Tu vas écrire le tome 3. Moi, le tome 2, je suis en train de l'écrire. Le tome 3, je te le laisserai. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un projet de livre qui s'appelle « Se nourrir de ce que nous sommes ». Ah, super. Bon. Voilà, alors donc, dans les différents pôles, donc, après donc, tous les processus de guérison, l'alchimie, la science et la recherche, la technologie, la spiritualité, enfin, tu passes toutes ces choses-là en revue. Alors après, bon, là, on en a déjà parlé. Ouais, alors tu as le chapitre 15 qui s'appelle « De la peur à l'amour, créer sa vie ». Oui, bien sûr, encore une fois, ce chemin de la maîtrise, il nous invite à reprendre complètement part à 100% de notre responsabilité de créateur. Nous sommes le créateur à 100% de tout ce qui nous arrive et de notre vie. Et de ce fait, oui, c'est retrouver la manifestation de l'abondance, retrouver, oui, attends, j'ai oublié le chapitre, de l'amour créer sa vie, redevenir le maître de sa vie. On est le metteur en scène de tout ce qui se passe. Et on ne peut pas juger les autres, on peut pas, justement, si on vit en communauté et qu'il y a des tensions qui émergent, le risque c'est toujours de mettre la faute sur l'autre et de croire que nous on a raison, etc. Si quelque chose se passe dans un couple, dans une famille, dans une communauté, c'est parce que une part de nous l'a créé. Et avant de générer une tension dans le collectif, c'est d'abord de regarder à l'intérieur de soi. C'est qu'est-ce que ça dit de moi? C'est ça. C'est quelle part de moi s'exprime là dans cette situation conflictuelle? C'est ça. Parce que quelque part dans cette vision unifiée de la vie, l'autre représente toujours une part de soi. C'est le miroir de soi. Tout à fait. Hein. C'est moi et l'autre, nous sommes la même énergie. Exactement. La même expression de... C'est une expression de vie qui est en même temps différente, mais en même temps qui est une. Tout à fait, voilà. Donc c'est vivre ensemble, comme je te le disais, c'est pour moi en tout cas, le message que j'ai reçu du maître Ivanov, c'est un plus grand miracle de vivre en harmonie avec vraiment les êtres humains de manière pacifiée, de manière bienveillante. C'est quelque chose de miraculeux par rapport aujourd'hui à la façon dont on est très individualiste en Occident. Vivre ensemble, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas, vivre dans la fraternité, c'est pas quelque chose qu'on a développé, qu'on nous a appris à faire. Et pourtant, égalité, fraternité, liberté. Mais pourtant, voilà. ça reste le défi, le grand défi. Le grand défi. Vivre dans la fraternité, mais vivre ensemble, c'est une nouvelle éducation, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre à vivre ensemble. Parce qu'on habite tous dans des maisons, sur des terrains, mais il y a la propriété privée, il y a plein de choses qui nous séparent, il y a l'argent, il y a les émotions, beaucoup de choses. On se rencontre au supermarché, au marché, dans la rue. C'est vivre ensemble, non plus dans la peur, mais dans l'amour. Voilà, l'amour, la coopération, la collaboration. Il n'y a que ça qui va pouvoir nous aider à franchir un cap et à créer une nouvelle société. Alors, tu as tout un chapitre qui vient nous parler des mutations énergétiques et génétiques, dans lequel tu nous parles du détachement, la désimplantation des implants négatifs et des nouveaux implants de lumière. Qu'est-ce que c'est ça ? Tout simplement, c'est vrai que notre ADN il est en train de muter. Les scientifiques ils se rendent compte qu'on n'est pas simplement limité à 2 brins d'ADN, mais qu'il y a aussi d'autres brins d'ADN. Et que notre ADN, comme on s'est coupé de la source, c'est un peu comme un circuit électrique tout simplement. Il y a des sections du circuit électrique qui si tu le coupes, la lumière n'arrive plus. Et nous, on a coupé nos propres fils qui nous relient à la source et qui se manifestent aussi à travers l'ADN. Et là, on est en train de les guérir, de les corriger, de les reconstruire, tout simplement. Et toutes ces mutations, elles prennent du temps. On voit, on en discutait, il y a des chamboulements qui arrivent dans nos vies parce qu'il y a des infusions de particules énergétiques qui descendent depuis le cosmos, mais aussi depuis l'intraterre, et qui vont complètement réaligner, transformer nos matrices énergétiques. Et ça demande de la disponibilité.
écoutez bien ça parce que c'est un des pièges que je vois dans beaucoup de projets collectifs qui essaient de se créer, qui se créent aussi, c'est ok d'être très actif, de vouloir faire les choses ensemble et d'être un peu dans une forme de réunionnite, de toujours être actif pour réfléchir au projet et de ne pas être assez disponible, pas assez prendre de temps pour soi. Et du coup, on rate quelque chose et le projet, comme je le disais, eh ben, il se casse la figure parce qu'on n'a pas pris le temps d'être en accord avec la source pour recevoir la bonne inspiration. Et voici. Donc les mutations énergétiques, elles sont puissantes en ce moment. Et il est important de prendre chaque jour du temps, 1 heure, 2 heures, plus si vous pouvez, pour être disponible pour vous-même, votre corps, prendre soin du corps, bien vous nourrir, aller vous baigner dans l'eau, aller respirer dans la forêt, vraiment vous retrouver dans la nature pour être régénéré et inspiré. C'est fondamental. Alors, il y a toute une partie dans laquelle tu abordes les points d'ancrage du Nouveau Monde. Oui, je me souviens, c'était une partie très intéressante. Oui, pourquoi? Parce que il y a des grands vortex sur Terre et on remarque qu'à certains endroits, il y a une forme de spiritualité, il y a de rassemblement d'âmes qui s'opèrent. Bien sûr, les oasis de lumière, c'est partout. Toute la Terre est amenée à être spiritualisée, la conscience s'éveiller partout. Mais on remarque qu'il y a des grands pôles comme le Mont Shasta aux États-Unis, Sedona aussi aux États-Unis, Bugarache en France. Il y a beaucoup d'âmes qui se rassemblent autour de Bugarache, qui sont inspirées, c'est pas mon Bugarache, pour créer une nouvelle forme de société. En fait, c'est comme si les vortex, les principaux pôles énergétiques de la Terre étaient comme des soleils avec des fils de lumière et qui aimantaient les travailleurs de lumière qui sont disposés à créer cela. Mais comme je le dis, ce n'est pas non plus limité à un vortex énergétique, c'est partout qu'on est amené à créer cela. Mais il y a des zones spécifiques quand même où il y a des grands rassemblements sur Terre, autour des grands vortex de la Terre. Ok, bah, de toute façon, on ne va pas vous raconter tout le livre, parce que l'idée, c'est que éventuellement, vous alliez le lire par vous-même et que vous découvriez, parce qu'il y a plein de choses, il est très riche. Il a combien de pages, ce livre? Presque 300, 270. Ouais, 300, ouais. 280 pages. 280 pages. Et donc, où est-ce qu'on le trouve, ce livre? Sur Internet, les grands fournisseurs qu'on connaît, après on choisit en conscience son livreur, son distributeur Internet. Donc sur Internet, dans les librairies, FNAC, on peut les commander. Voilà, tout à fait. Ouais, parce que Ariane, de toute façon, on le trouve un peu partout. Voilà, c'est ça. Il est assez largement diffusé. Je pense que dans les librairies spirituelles, à la FNAC aussi, il est possible de le commander. Sur le site d'Ariane, Amazon, Presse Ministère, etc. Tous les vecteurs un peu classiques. Voilà. Donc, tu fais des conférences. Oui. Et éventuellement, si vous êtes intéressé pour faire venir Johan en conférence, eh ben, tu te déplaces. Oui, je me déplace, bien sûr. Je suis en déplacement en ce moment. Voilà, on regarde ça ensemble. Bien sûr, moi j'adore aussi me déplacer pour sortir de ma bulle de Bugarache et voir ce qui se fait ailleurs, connaître, échanger avec les vibrations, les spécificités de chacun et de chaque lieu. C'est très intéressant. Ok, super. Donc toutes les coordonnées de Johan sous la vidéo dans la présentation. Et puis je te reçois bientôt pour une 3e émission, je crois. Ok, avec plaisir. Il me semble que tu veux parler de la respiration. La respiration nourricière, tout à fait. Voilà, ok. Donc je te dis à tout bientôt. À tout bientôt. Merci Marie. Au revoir à tous. À très bientôt.